Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est le retour d'À l'air libre. Merci d'être avec nous. On est heureux de vous retrouver, semaine spéciale consacrée à la jeunesse sous Covid. Depuis un an, comment les 18-25 ans vivent cette période inédite. Mediapart est allé à leur rencontre partout en France. Reportage aujourd'hui à Cahors avec celles et ceux qui entrent dans la vie active. Et puis aussi avec notre invitée Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de la Jeunesse. Merci d'être avec nous, bonsoir. Je vous signale à l'occasion de cette semaine spéciale notre offre pour les moins de 25 ans, 6 mois d'abonnement offert à Mediapart. Il vous suffit pour ça de vous inscrire sur notre site avec le code qui apparaît sur l'écran, offre jeune 2021, offre valable jusqu'à minuit. N'hésitez pas, c'est sans engagement. Au sommaire également, un entretien avec le rappeur Medine. Il nous a reçus à son studio, accusé par la députée Aurore Berger d'être un rappeur islamiste. Il a déposé plainte. Mais avant de développer ces informations, l'information du jour, c'est la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bismuth. Salut Fabrice. Salut Nicolas Sarkozy a été jugé coupable de corruption et trafic d'influence et a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. C'est donc un peu moins que les réquisitions du parquet national financier qui avait demandé 4 ans, dont 2 avec sursis. Ça n'en demeure pas moins un jugement historique. Oui, on peut, sans se bercer de mots, parler de jugement historique pour, je crois, au moins 2 raisons. La première, que c'est de fait la première fois dans l'histoire politique et judiciaire française qu'un ancien président est condamné pour des faits de corruption passible jusqu'à 10 ans de prison. Et la deuxième raison, c'est que ce n'est pas le premier ancien chef de l'État français à être condamné. C'est son prédécesseur à l'Élysée, Jacques Chirac, a été condamné pour des faits d'atteinte à la probité. C'était l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Et Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, 2 anciens présidents de la République, ont en commun d'avoir eu chacun 2 premiers ministres condamnés par la justice. Alain Juppé, condamné lui aussi, et François Fillon, condamné lui aussi pour des faits liés à leurs fonctions publiques et leur mandat. Le sarkozysme est une sorte de microclimat judiciaire, puisque autour de Nicolas Sarkozy, la liste est absolument vertigineuse des ministres, conseillers, policiers, anciens chefs des services de renseignement, préfets, à être mis en cause et parfois même condamnés par la justice. Tout ça pour dire que ça nous dit quelque chose sur l'état de notre pays et du CV judiciaire qui est le nôtre et qu'on a parfois du mal, collectivement, à regarder tranquillement. Est-ce que cette condamnation, c'est un point de départ pour regarder ça avec les yeux un peu plus grands ouverts que jusque-là ? Oui, je crains que nous ayons été dans une situation, quand je dis nous, c'est le nous heideggerien, enfin c'est le grand nous, un peu face à la corruption, les yeux grands fermés, quoi. Alors il y a eu des choses, il y a souvent des évolutions législatives, des à-coups, parce qu'il y a une affaire qui vient en chasser une autre, et sous la présidence de François Hollande, on est bien placé pour le savoir à Mediapart, l'affaire Cahuzac a permis un certain nombre d'avancées, c'est réel. Pour autant, ça n'est pas, de mon point de vue, à la mesure de la gravité de la situation française. Et l'affaire Bismuth, pour répondre à ta question, est comme un arbre qui ne cache pas une forêt, mais qui la montre. Et qui montre un pays malade de sa corruption. Il faut regarder ça tranquillement, de manière apaisée, mais il faut le regarder. Il faut s'en occuper, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, se plaindre de la défiance vis-à-vis du fait politique, de la fatigue démocratique, de l'abstention absolument vertigineuse, et constater, après année, que des affaires nous disent quelque chose de profond d'une nécrose française, qui ne sont pas, les affaires ne sont pas un rhume de la démocratie. Hein. C'est comme un crash test qui nous révèle à nous-mêmes l'état d'un pays, et l'état français, de ce point de vue-là, et il faut bien le dire, tragique, catastrophique. On n'a pas les mêmes déclarations d'intention de la part des politiques sur la délinquance en col blanc qu'on peut l'avoir sur la délinquance liée au trafic de stupéfiants ou sur d'autres types de délits. Absolument, c'est une particularité française qui n'est pas que française, mais très ancrée en France. Quand on parle de la lutte contre la corruption, la lutte contre la délinquance en col blanc, on n'utilise jamais les concepts qu'on utilise quand il s'agit de parler du grand banditisme, du narcotrafic ou du terrorisme. Alors, quand on parle de toute la délinquance de droit commun, c'est la tolérance zéro. Quand la police et la justice se rapprochent de la délinquance qui s'habille avec des cols blancs, alors là, la police et la justice est un problème. Le parquet national financier est un outil politique. Les policiers sont des vendus à je ne sais qui. La presse est affublée de tous les maux. Et là, il y a une volonté de distordre le réel
voire de créer des récits même alternatifs aux faits eux-mêmes qui sont très simples dans les affaires, pour précisément, je crois, divertir les citoyens de la compréhension de cette petite tragédie, de mon point de vue, de cette grosse tragédie qui est la nôtre, qui est la corruption en France. Une réaction d'Najat Vallaud-Belkacem ? Simplement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en d'autres termes, oui, la corruption, la prédation font partie de cette insécurité qui est souvent montrée du doigt par la droite, mais en effet en oubliant d'y ranger la délinquance en col blanc. Donc oui, je pense que c'est aussi à la gauche de se saisir de ce thème. Et en l'occurrence, bon, s'agissant de Nicolas Sarkozy, mon seul commentaire sera de dire que j'espère que le président Macron arrêtera de lui confier des missions de représentation à l'étranger, parce que c'est quand même ce qui se passait ces dernières années. Il vous aura peut-être entendu. Quid des deux autres prévenus dans cette affaire, l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, et le magistrat Gilbert Azibert, qui était poursuivi aussi pour corruption, trafic d'influence? Oui, alors Thierry Herzog, c'est l'ami et même le frère, puisque l'expression a été utilisée de Nicolas Sarkozy, qui a été l'instrument de la corruption qui a été reproché à tous, puisqu'il est reproché que Nicolas Sarkozy a utilisé Thierry Herzog pour obtenir illégalement des informations d'un très haut magistrat, Gilbert Azibert, à la Cour de cassation, en contrepartie de quoi le même Sarkozy, utilisant ses pouvoirs d'ancien président, lui promettait une place à la retraite au soleil de Monaco. Le jugement dans ses attendus, ce qu'on appelle les attendus, c'est-à-dire les motifs de la décision judiciaire, sont très lourds contre Nicolas Sarkozy et ses complices, puisqu'ils disent que c'est une atteinte considérable dans la confiance qu'on peut avoir dans l'état de droit et dans les institutions publiques, a fortiori venant de celui qui a été le garant de l'indépendance judiciaire, c'est la Constitution qui le dit pour le président de la République, et puis qui, virgule, est quand même avocat de profession, donc qui est un homme de loi, Nicolas Sarkozy. Et je crois que là, ce jugement va permettre de faire tomber la légende sarkozyste qui est installée depuis des années, des décennies maintenant, qu'à chaque fois qu'il y a des faits qui lui sont reprochés, ce serait une sorte de complot. Le mot a été déjà utilisé par lui et certains de ses amis journalistes. Voilà, oui, mais enfin là, il y a quand même un jugement qui, noir sur blanc, dit les choses de manière claire, nette et précise. Alors, je précise que 3 ans de prison, dont un ferme, ça veut dire qu'il ne va pas être emprisonné. Il y aura une façon d'aménager cette peine. Nicolas Sarkozy a dit qu'il fera appel. Bon, voilà, très bien. Et c'est pas tout côté justice, puisque le 17 mars commence un autre procès pour Nicolas Sarkozy en tant que prévenu à nouveau, celui de l'affaire Big Malion qui concerne sa campagne de 2012 en 2 mots. En 2 mots, on voit bien que Nicolas Sarkozy n'est pas qu'un homme au prisme de la justice, c'est un système. Et en plus du procès Big Malion qui s'annonce, procès du financement de la campagne de 2012, il est multimis en examen, notamment pour corruption et association de malfaiteurs, ça n'est pas rien, pour le financement de sa campagne et la corruption présumée autour. De 2007, c'est l'affaire Sarkozy-Kadhafi que les lecteurs de Mediapart connaissent bien. Voilà quelle est la photographie d'un clan politique et du système, en effet, de prédation qui sort et ressort des multiples enquêtes judiciaires et maintenant des condamnations qui commencent à tomber. Merci Fabrice, on te lit dans Mediapart ce soir, ton analyse et les infos de Michel Deléan sur le jugement Bismuth. Tout de suite, le premier volet de notre série Avoir 20 ans en 2021 avec vous, Najat Vallaud-Belkacem. Merci d'être avec nous ce soir. Vous n'excluez pas d'être candidate socialiste au régional pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a invité. On vous a invité parce que vous avez été ministre de la Jeunesse sous le quinquennat précédent. Vous inaugurez donc cette semaine consacrée à ceux qui sont notre futur. Et voilà comment parlait le chef de l'État de ces jeunes il y a quelques mois. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. Des examens annulés, de l'angoisse pour les formations, de l'angoisse pour trouver le premier job. De l'angoisse, est-ce que vous étiez angoissé pour votre avenir quand vous aviez la vingtaine ? J'étais dans la situation d'un certain nombre des étudiants qui, aujourd'hui, ont besoin d'un job pour vivre, en fait, même en faisant leurs études. Donc, j'en avais un de job à côté. Et donc, je crois que je suis bien placée pour savoir ce que ça signifie en termes de sacrifice. Et la période actuelle est évidemment bien plus difficile. Qu'est-ce que vous diriez à un vingtenaire un peu désespéré de voir sa jeunesse passer devant lui sans vraiment pouvoir la vivre, outre les difficultés prosaïques mais essentielles de payer son loyer, remplir son frigo ? Je lui dirais que, vous savez, on lui dit beaucoup de se bouger.
C'est les discours qu'on entend trop souvent. Je dirais que c'est à la société de se bouger pour ces jeunes aussi. Parce qu'en réalité, du sort de ces jeunes en question dépend aussi notre avenir. Donc, au-delà du fait qu'humainement, c'est absolument insupportable de voir ces files devant l'aide alimentaire composées de ces jeunes visages, comment voulez-vous qu'ils construisent l'avenir de ce pays? Comment voulez-vous qu'ils se projettent dans la suite? Et donc, moi, je lui dirais que je suis là, en tout cas à titre personnel, et si je reviens en politique, c'est aussi pour cela, pour apporter des réponses qui ne sont clairement pas apportées aujourd'hui. Qu'est-ce que vous apporteriez comme réponse qu'il n'y a pas là aujourd'hui ? Par exemple, quand on part du diagnostic posé à l'instant par le chef de l'État, on s'attend à avoir, du coup, dans la foulée, une réponse pragmatique, concrète, immédiate. Il y a bien des propositions qui ont été faites au Parlement, en particulier par les groupes de gauche, qui consistaient, par exemple, à ouvrir le RSA aux moins de 25 ans, qui consistaient encore plus ambitieux dans une proposition récemment déposée à l'Assemblée nationale à offrir une dotation au capital à tout jeune à partir de 18 ans. Tout cela a reçu une fin de non-recevoir de la part du gouvernement et de la majorité actuelle. Donc ça veut dire que ce gouvernement n'est pas à la hauteur pour faire face ni à l'urgence sociale, ni pour même traiter le problème de la jeunesse différemment, puisque en réalité, cette crise du Covid-19, comme souvent, elle nous oblige à repenser tous nos systèmes. C'est vrai que le RSA Jeunes, c'est une proposition qui fait débat. Beaucoup, notamment à droite et dans la majorité, disent « non, c'est de l'assistanat, on ne va pas le faire ». Pour autant, ça n'a pas non plus été fait sous le quinquennat précédent dont vous étiez ministre. Un gouvernement socialiste, de gauche. Oui, le quinquennat précédent, si vous me le permettez, a inventé beaucoup de choses dont on voit l'utilité aujourd'hui. Parce que finalement, l'histoire se construit progressivement. On n'était pas dans la période pandémique Covid-19 et ces jeunes devant l'aide alimentaire. Mais nous avons créé la garantie jeune, dont aujourd'hui le gouvernement se targue de la déployer. C'est une réponse intéressante. Elle l'était à l'époque, aujourd'hui il faut aller au-delà. Nous avons créé, et j'en sais quelque chose, j'ai été ministre de l'Enseignement supérieur, un dispositif qui s'appelait l'allocation de la recherche du premier emploi, à la recherche du premier emploi, qui permettait d'aider les jeunes qui étaient étudiants boursiers, dont la bourse s'arrêtait à la fin des études, qui se retrouvaient sans rien pendant les 6-8 mois qu'il leur fallait pour trouver un premier job. Et bien grâce à cette ARP, aide à la recherche du premier emploi, la bourse continuait jusqu'à ce qu'ils aient trouvé leur premier job. On a été extrêmement moteur sur la question du logement étudiant. Vous rappellerai-je ici que nous avons créé, lorsque j'étais ministre de l'Enseignement supérieur, 40 000 nouveaux logements étudiants. Sur tous ces sujets, non seulement les choses se sont dégradées, parce qu'en termes de construction de logements, vous le savez, ce gouvernement a décidé qu'il en construisait beaucoup moins et ça affecte notamment le logement étudiant. Mais en plus, on n'apporte pas de réponse à l'urgence sociale née de la crise du Covid-19. Alors, on va revenir sur le plan gouvernemental « Un jeune, une solution ». Mais d'abord, on va parler de on va diffuser notre reportage. On inaugure ce soir une série de reportages en France auprès des 18-25 ans. On commence avec celles et ceux qui cherchent un emploi. Pour ça, avec Célia Mebroukine, on est allé à Cahors, la préfecture du Lot. Taux de chômage dans cette ville, 18,5% selon l'INSEE. Donc déjà avant la crise, c'était compliqué dans ce département plutôt rural. Ça l'est encore plus aujourd'hui, car le Lot vit du tourisme et donc de l'emploi saisonnier dans l'hôtellerie et la restauration. Et si le Covid a fait moins de dégâts qu'ailleurs sur le plan sanitaire, ses conséquences économiques sont bien visibles. On avait rendez-vous à la mission locale avec son directeur. Bonjour, bienvenue à la mission locale du Lot. Le directeur nous fait visiter les lieux, recherche d'emploi, de formation, de logement. Ici, 18 conseillers se démènent chaque jour. En 2020, ils ont accompagné plus de 2600 jeunes. Et ces jeunes, le directeur a constaté qu'ils étaient particulièrement inquiets. Ce qui a changé en fait depuis un an, c'est en fait la question des doutes, de l'interrogation sur leur avenir. Pas de perspective. Alors quand on parle en fait d'accompagnement avec des jeunes de projets, on se dit qu'est-ce qu'on fait dans un an, dans 2 ans maxi. Là effectivement la question c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans 15 jours. Et ça c'est vrai que c'est une vraie inquiétude qu'ils expriment avec l'équipe. Des doutes fondés puisque côté emploi depuis un an c'est dur, très dur. Cet emploi, cette recherche d'emploi, elle a été compliquée par la situation Covid, là ? Ah, complètement. C'est vrai qu'on a dû diviser par 2 ou par 3 le nombre d'offres qu'on a pu mettre à disposition des jeunes. Alors évidemment, sur la période du confinement, c'était clair, il y avait 0 proposition, sauf dans le secteur de la grande distribution. Pour tout le reste, effectivement, on a vu des chutes totales de secteurs d'activité effectivement, qui ne recrutaient plus.
L'intérim ne recrutait plus. Tout ce qui est effectivement hôtellerie-restauration ne recrutait plus. L'aéronautique, le nombre d'offres a été divisé par 2. Le nombre de jeunes qui ont accédé est divisé par 4, 5. Voilà, le directeur parle donc de l'emploi qui est sinistré. Il y a beaucoup moins de boulot et ça, on l'a constaté sur place avec les jeunes qui passent à la mission locale. Voici Marine en discussion avec sa conseillère. Elle a 23 ans et parce qu'elle est une jeune mère, elle touche le RSA. Marine est en formation vente. Elle sort tout juste d'un stage dans la grande distribution qui s'est bien passé mais ne s'est pas concrétisé. Les stages que j'ai fait, on m'a parlé directement d'une possibilité d'embauche. Mais à cause du Covid, il y a une baisse du chiffre d'affaires et donc ils ne peuvent pas recruter tout de suite. Donc, la promesse d'embauche que vous avez faite, elle ne tient plus trop là pour l'instant. Et pour l'instant, elle est en suspens. C'est-à-dire que tant que personne ne s'en va, ils ne peuvent pas faire rentrer quelqu'un. Donc c'est vrai que c'est embêtant parce que se dire qu'à la fin du stage, il y a une possibilité d'embauche, espérer, etc. Et puis se dire qu'au final, à cause du Covid, il y a moins de chances à l'embauche. C'est vrai que ça pénalise. Du coup, Marine en profite pour continuer sa formation en apprentissage et faire un nouveau stage. Cette fois-ci, vous espérez que ça va marcher? J'espère, je croise les doigts, j'y crois. Si on m'a parlé d'embauche avant même que je commence le stage, peut-être que là, une fois l'alternance terminée, enfin l'apprentissage terminé, ou même avant, il y ait une possibilité, un poste qui se libère et que ce soit pour moi. En face d'elle, sa conseillère est à peu près optimiste, mais elle l'est beaucoup moins pour les jeunes qui sont dans la restauration. Quand ceux-là viennent la voir, c'est compliqué de les rassurer. Au moment, ils ne savent pas, c'est le flou total, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, quand est-ce que la vie normale va reprendre. Donc eux, ils sont en train de littéralement péter les plombs. Parce que, oui, il n'y a pas d'autre terme, parce que c'est vraiment le cas. Hein. J'ai eu une altercation, enfin c'est pas envers moi directement, mais un jeune qui a commencé vraiment à s'agacer parce qu'il veut travailler seulement dans la restauration, mais c'est pas possible. Donc il veut absolument pas se réorienter. Et moi, c'est la seule chose que je peux proposer. Certains acceptent de se réorienter comme Sacha, il a 20 ans, il est en CAP cuisine. Pour l'instant, sa formation, c'est de la théorie, rien que de la théorie. Une CAP, c'est sur 2 ans. Et rien que sur cette année, on apprend pas mal de choses, mais on est très très vite en retard parce que du coup, avec le Covid, ce qu'on devrait apprendre en cuisine, on ne le fait pas forcément. Du coup, ce qu'on fait en cours, on essaie de le rattraper, mais bon, on est vite en retard et on décroche très très vite au final. Le restaurant où il est apprenti n'a pas vraiment de solution à lui apporter. Votre entreprise, elle vous dit quoi? On ne peut pas faire grand-chose parce qu'aussi ils sont dans le même cas que nous, forcément. Et, vous n'allez jamais au restaurant où vous êtes embauché? Non, voilà, c'est ça, on ne travaille pas. Sacha touche le chômage partiel pour payer son loyer, mais il ne se voit pas continuer comme ça très longtemps. Vous envisagez de faire autre chose? Si ça continue comme ça, je pense arrêter. Parce que là, c'est pas prévu qu'on rouvre les restos. Là, pas pour l'instant, non. Là, non. Donc, ça dépendra après si l'État change s'il change quelques trucs. Mais bon, après, je pense que non, là, pour l'instant, ça va pas ouvrir. Voilà. Quand vous avez commencé votre CAP, vous imaginiez pas que ça se passe comme ça? Non, franchement, je pensais que ça allait se calmer. Parce qu'on a eu un été qui était assez intense. On a eu pas mal de clients. Et je pensais pas que ça allait s'arrêter d'un coup, parce que clairement ça a été ça. On est passé en plus de l'été à l'hiver où il y a eu beaucoup moins de monde à cause du Covid. Et du coup, non, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Bon, c'est malheureux, mais bon, après, on fait avec. Najat Vallaud-Belkacem, quand vous entendez des jeunes qui, à peine 20 ans, sont en phase de reconversion, qu'est-ce que ça vous inspire ? On le sait, malheureusement, les chiffres, le nombre de jeunes qui ont revu à la baisse leur orientation ou leur insertion professionnelle suite au premier confinement déjà est absolument considérable. Le nombre de jeunes qui ont arrêté leurs études aussi, 1 sur 6 tout de même dans l'enseignement supérieur ont arrêté suite au premier confinement. Ceux qui avaient des jobs étudiants qui ont dû aussi les arrêter, c'est 4 étudiants sur 10 qui avaient des jobs et qui ne les ont plus eus. Donc oui, c'est absolument affligeant, évidemment. On aimerait pouvoir se dire, écoutez, comme en effet, si on prend le cas de ce jeune homme, la restauration pour les mesures sanitaires qu'on connaît est arrêtée en ce moment, etc. Profitez de cette période pour continuer à vous former,
à vous former, y compris à d'autres métiers. Mais le problème, c'est que pour pouvoir faire cela, il faut que les jeunes puissent vivre, il faut qu'ils puissent se nourrir, se loger. Donc on en revient toujours à la question financière. Et c'est ça que je n'apprécie pas dans l'argumentation du gouvernement en ce moment, c'est quand ils vous répondent non, un RSA jeune, etc. Mais non, parce qu'après, ça va les désinciter à chercher un emploi. Mais quel est le rapport? Je veux dire, ils n'ont qu'une envie, c'est de trouver un emploi. Il n'y en a pas dans les faits. C'est un peu, vous savez, l'image que j'ai, c'est un peu comme si on voyait un homme se noyer à la mer et qu'on disait non, ne lui jette pas de bouée, ça risque de l'entraîner par le fond. Non, on va lui jeter une bouée, on va l'aider à sortir la tête de l'eau, et puis ensuite on l'accompagnera, y compris avec un accompagnement social pour aller vers un emploi. Mais enfin, on voit bien que la situation est bloquée pour le moment. Donc peut-être que cette période doit être mise à profit pour enrichir sa formation, mais le faire dans de bonnes conditions. Alors l'autre problématique, je reviens à Cahors pour cette mission locale, c'est de réussir à entrer en contact avec les jeunes qui ont besoin d'aide dans un département assez éclaté, rural, où les jeunes n'ont pas forcément la possibilité de se rendre jusqu'au centre-ville. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est un van qui sillonne le département pour aller à leur rencontre. On est monté à bord de ce van avec une médiatrice sociale et une psychologue du point accueil Écoute Jeunes. Ce jour-là, destination Terre Rouge, un quartier populaire de Cahors, à l'écart du centre-ville. Sur le parking d'un centre social, elles transforment leur van en petit salon où accueillir les jeunes. Tout est pensé pour favoriser la confidence. On a tout pour faire chauffer de l'eau, parce qu'on propose aussi le café, le thé, ou à boire du jus de fruits, parce qu'on a aussi un petit frigo. En ce jour de vacances, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas foule, mais le téléphone de leur permanence sonne. Point accueil Écoute Jeunes, bonjour. Au bout du fil, c'est une mère qui appelle pour prendre un rendez-vous pour son ado de 15 ans que les cours à distance perturbent beaucoup. Donc voilà, à 13h, du coup, vous venez avec votre fils, c'est ça. Voilà, et du coup, ça sera moi, du coup, lundi, et puis après, on verra comment... on verra la suite, on s'adaptera, on verra selon ses besoins et les vôtres. De rien, au revoir. Bonne journée, à lundi, au revoir. Des coups de fil comme ça, vous en avez souvent? Oui, c'est beaucoup sur la spontanéité. Là, elle appelait parce que là, elle m'a dit en crise. C'est depuis le confinement que ça a tendu leur relation? Je pense que le fait d'avoir cours un jour sur deux n'aide pas dans la scolarité aussi pour qu'ils se mettent au travail. Christelle Barthez est catégorique, le Covid a empiré la situation de ces jeunes. Et qu'est-ce que vous avez constaté depuis le début du Covid? Un mal-être plus important à partir du deuxième confinement, novembre. Un mal-être qui a débuté au premier confinement, mais pour lequel les jeunes ne sont pas forcément venus vers nous et qui ont commencé à plus venir et nous solliciter à partir du deuxième confinement, novembre, essentiellement. Et puis jusqu'à maintenant. Du coup, ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Alors, ils nous racontent les difficultés pour l'avenir, qu'ils ne savent plus trop s'ils sont bien dans les études, s'ils vont continuer, le fait que les masques, c'est difficile pour eux, la scolarité qui est compliquée, le rapport aux autres qui est compliqué, les cours en visio qui sont compliqués, le fait de ne pas être avec les autres, et besoin de venir en entretien, en fait, et de nous rencontrer. Le téléphone ne suffit pas, forcément. Puisque c'est vrai qu'il y a plein d'écoutes téléphoniques. En tous les cas, ils demandent à nous rencontrer et à nous voir, pour sortir aussi. Les cours à distance, est-ce que ça peut continuer encore longtemps? Vous avez été aussi en charge de l'enseignement supérieur, notamment. On parlera des étudiants dans la semaine. Non, c'est pour très lesquels les compliqué, cours reprennent en cette histoire. partie, mais très partiellement. C'est très compliqué cette histoire de cours à distance pour les étudiants. Moi, il se trouve que j'assure aussi un certain nombre d'enseignements et je le vois bien avec mes propres étudiants. La visioconférence, ça a vraiment ses limites. Et ça a encore plus ses limites lorsque les étudiants sont si mal équipés que, honnêtement, certains de leurs cours, ils les suivent sur un écran de smartphone. Hein. Donc, pour voir les PowerPoint et les graphiques, etc., je vous laisse imaginer. C'est une catastrophe absolue. Moi, j'avoue que j'ai été quand même assez surprise qu'on n'ait pas été plus imaginatif dans les réponses à apporter aux étudiants. Lorsque, en novembre dernier, a été prise la décision d'arrêter d'un coup sec
les cours à l'université. Ok, je comprenais qu'il y ait des clusters qui se forment, mais on aurait très bien pu travailler avec les collectivités locales pour trouver des solutions de repli. Les solutions de repli, c'était par exemple se dire, concentrer tous les étudiants dans les amphithéâtres, ça va pas, ça crée des clusters, mais on peut les séparer en petits groupes, on peut trouver des locaux avec les collectivités qui sont des sièges d'entreprise, qui sont des locaux associatifs qui n'étaient pas utilisés pendant cette période très particulière, et y mettre les étudiants et leur permettre finalement d'assister aux cours sur un grand écran à quelques-uns. Enfin, je pense qu'il y avait vraiment des solutions à chercher. Je ne dis pas que c'était facile, mais en tout cas, ayant fait l'expérience des responsabilités, c'est quand, par exemple, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, il s'est agi pour moi, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de trouver des solutions pour sécuriser les universités, en plus des établissements scolaires, mais les universités qui ont cette particularité d'être ouvertes aux 4 vents, je peux vous dire qu'il a fallu faire preuve d'imagination pour trouver des solutions. Et nous l'avons fait. Donc oui, ça ne tombe pas du ciel, mais je trouve que le travail n'a pas été très loin. Ce manque d'imagination, c'est un manque d'investissement en réalité ? D'engagement, je veux dire. Je pense sincèrement que la jeunesse a été et est encore un angle mort de la réflexion du gouvernement. Je vous en donne un exemple. Au moment du premier confinement, il a fallu très longtemps avant que le gouvernement se rende compte que vous aviez des étudiants qui étaient bloqués dans leurs chambres universitaires. Que le confinement, quand il a été annoncé assez rapidement, n'avait pas laissé la possibilité à des étudiants soit de rejoindre leur famille, puis d'ailleurs certains n'avaient pas la possibilité de le faire. Donc être dans une chambre universitaire de quelques mètres carrés, enfermé tout le temps, avec de la visio, enfin, c'est une catastrophe. Alors, sur l'état d'esprit, notamment des étudiants, je voudrais vous faire écouter un dernier témoignage. Avant de quitter le van sur le parking, on a croisé Aya. Et voici ce qu'elle nous a raconté. Aya a 18 ans, elle est en première année de BTS dans une filière scientifique. En plus des difficultés à trouver un stage, elle semble totalement désabusée. Il y a beaucoup de difficultés niveau social, parce que du coup, vu que je suis une nouvelle étudiante, pour faire des amis, c'est un peu compliqué. Plus de difficultés en cours, genre j'ai perdu toute la motivation, je me dis ça sert à rien de continuer, de toute façon, on ne sait pas si ça va se débloquer un jour ou pas, donc j'ai perdu toute motivation, j'arrive plus à travailler, et voilà. Vous y croyez plus trop? Et déjà là, pour trouver un stage, c'est compliqué, parce que pour mon BTS, il faut que je fasse un stage. Déjà que pour trouver un stage, c'est compliqué. Je me dis peut-être que pour trouver un travail, ça va être encore plus compliqué. Et voilà. Là, je suis à 3 mois de mon stage, j'ai toujours pas de stage. J'ai toujours des refus. Vous faites des demandes et c'est des refus? Oui, j'ai fait beaucoup de demandes. Une vingtaine de demandes. J'ai essayé d'élargir un peu mes recherches et tout, un peu partout en France, enfin dans le sud de la France, et rien. Et vous pensez que c'est un rapport avec le Covid ou que ce serait difficile quoi qu'il arrive? Je pense que ça serait difficile quoi qu'il arrive, mais avec le Covid, c'est encore plus compliqué. Parce que je sais que les années précédentes, ils trouvaient des stages facilement, alors que cette année et l'année dernière aussi, c'était plus compliqué. Vous y croyez plus là? Non. Voilà, 18 ans et on n'y croit plus. Ouais, c'est terrible. C'est vraiment terrible. La difficulté, c'est que dans les conditions dans lesquelles travaillent les entreprises aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles, et on peut le comprendre, cherchent à ne pas faire venir beaucoup de leurs salariés en même temps dans les locaux. Et donc, du coup, dans leur idée, avoir un stagiaire en plus, finalement, ça prend la place d'un employé. Et en même temps, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation nationale pour la jeunesse. Et donc, tout ce qui peut être entrepris pour faciliter l'accès à ces stages devrait l'être en ce moment. Par exemple, faciliter l'obtention de conventions de stage, y compris quand vous êtes dans une situation où, a priori, vous n'en avez plus... Vous y avez plus le droit. Par exemple, faciliter, j'en sais quelque chose parce que j'en ai fait l'expérience récemment comme employeuse, faciliter la possibilité de prolonger un stage au-delà du temps qui est légalement prévu. Ces dispositifs-là n'ont pas été pensés. Alors, les jeunes font de la politique de plus en plus hors des partis. Comment est-ce que vous vous adaptez à ça pour capter l'air du temps, pour capter leur colère, pour capter leurs revendications, quand on vient d'un fonctionnement plus traditionnel, quand on est issu des partis, comme c'est votre cas par exemple avec le Parti socialiste?
Bon, d'abord, vous savez, on a beau appartenir à une famille politique, voire à un parti politique. Dans la rue comme tout le monde. Enfin, vous vivez dans le même monde que nous, bien sûr. Et il y a des choses qui nous alimentent qui ne viennent pas exclusivement d'un parti politique, je vous rassure. Parce que là, vous ne seriez pas très nourris en ce moment. Donc, cette espèce de radicalité, par exemple, que l'on trouve dans la jeune génération aujourd'hui, sur les questions climatiques, sur les questions d'égalité femmes-hommes, sur les questions de lutte contre le racisme, etc., c'est une radicalité qui est très bienvenue et qui nous inspire. Enfin, je veux dire, il suffit simplement d'avoir les écoutilles ouvertes. Et c'est ce qu'on peut reprocher parfois, j'allais dire, aux gens qui nous gouvernent, c'est qu'ils n'ont pas les écoutilles ouvertes, qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, des aspirations de la jeunesse. Honnêtement, les aspirations de la jeunesse aujourd'hui, ça ne peut pas être que d'avoir un repas Crous à 1 €. Enfin, je veux dire, OK, c'est une solution parmi d'autres, mais il faut qu'on lui offre autre chose. Au moment du premier confinement, on était tous partis dans le trip, on va penser le monde d'après, à quoi ça doit ressembler, etc. Et on était assez d'accord globalement pour se dire que ça doit être une société de l'attention, où on prête plus soin, attention et plus de soins les uns aux autres. Eh bien, où est passée cette belle idée du soin ? Moi, je veux qu'on la réhabilite. Il faut qu'on prenne soin de notre jeunesse maintenant. Donc, il y a des décisions ambitieuses qui doivent être prises. Et d'ailleurs, honnêtement, je dis ambitieuses, mais quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez les 100 milliards du plan de relance, au fond, qu'est-ce que ça nous coûterait ? Il y a une étude qui a été faite justement à l'occasion de la proposition de loi présentée par la gauche la semaine dernière à l'Assemblée nationale et qui a été retoquée. Donner une dotation en capital de 5 000 € à tous les jeunes de 18 ans, plus un revenu de base mensuel de un peu plus de 500 €, ça coûterait globalement 20 milliards d'euros. On doit pouvoir le faire. Vous pourrez tester ça peut-être en Auvergne-Rhône-Alpes si vous êtes candidate. Mais ça va de soi que c'est un sujet absolument majeur. C'est décidé ou pas ? Nous sommes en train de discuter entre formations de gauche. Oui, bien sûr. Alors peut-être que ça peut vous paraître long, mais moi, ce qui me paraît essentiel, c'est que nous présentions un visage le plus uni possible pour nous qualifier. Est-ce possible ? Est-ce que c'est possible ? En tout cas, je me donne tous les moyens que ça le soit. Et puis ensuite, je ne suis pas la seule dont ça dépende. Est-ce que c'est possible pour 2022 ? Est-ce que vous le souhaitez que la gauche fasse l'union PS, Insoumis, de Jean-Luc Mélenchon, les Verts ? À nouveau, je souhaite qu'on se donne tous les moyens de se qualifier dans cette élection, donc régionale comme présidentielle, plutôt que de rester spectateur à se demander pour qui on ne votera pas. Parce que le scénario qu'on nous propose, c'est celui-ci, qui était à la une de Libé ce week-end, qu'on va le voir, donc un duel de second tour Macron-Le Pen, le même qu'en 2017. Et puis, cette une, elle a beaucoup fait parler, beaucoup fait réagir, parce qu'elle donne la parole à des électeurs de gauche qui disent qu'ils n'iront plus faire barrage au Front National, enfin au Rassemblement National. Vous les comprenez, ces électeurs de gauche ? Mais vous savez, quand le sage montre la lune, c'est pas le doigt qu'il faut regarder, c'est bien la lune. Donc, en l'occurrence, le vrai sujet à se poser, c'est comment est-ce que des électeurs foncièrement anti-Rassemblement National peuvent en être amenés à être tellement en désaccord avec ce qui a été fait ces 4 dernières années qu'ils prendraient même le risque potentiellement de laisser le Rassemblement National gagner. Je ne fais pas partie de cela, je vous le dis, mais c'est quand même très intéressant de se poser cette question. Et j'ai été fascinée par les commentaires tout le long du week-end des élus de La République En Marche qui se sont contentés finalement de vouer aux gémonies l'électorat de gauche en question au lieu de se demander où ils ont échoué. Ils ont échoué. Mais si les électeurs de gauche pensent déjà s'abstenir à un second tour Macron-Le Pen, ça veut dire qu'ils ne croient même pas à une candidature de gauche capable de l'emporter. Comment est-ce possible qu'en 4 ans, depuis la non-représentation de François Hollande, donc d'une certaine manière la défaite du hollandisme et du socialisme, rien n'ait été reconstruit ou rien de suffisamment solide et crédible pour des électeurs de gauche ? Moi, je dirais qu'il y a eu de la reconstruction, honnêtement. Le problème, c'est qu'elle est fragmentée, cette reconstruction. Elle est fragile. Enfin, on est quand même passé d'une victoire en 2012 de François Hollande à 2022, je ne vais pas dire le néant ou presque, mais quand même un grand rien, quoi. On est dans la fragmentation. C'est-à-dire que si toutes les forces de gauche pouvaient s'unir, nous serions évidemment... Je crois que depuis que je vote, on parle de l'union des votes de gauche.
Oui, mais en même temps, ça a été fait dans le passé, donc ça veut dire que c'est possible. Je pense qu'il faut que chacun se retrousse les manches et fasse preuve de sérieux sur le sujet. Voilà, il nous faut nous qualifier dans cette élection présidentielle pour offrir une alternative. Et bouclons la boucle avec les jeunes. En 2017, au second tour, ils s'étaient massivement abstenus les 18-24. 34% d'abstention, 34% qui ne s'étaient donc pas déplacés pour faire barrage. C'est plus que la moyenne, la moyenne c'est 25%. En un mot, qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui vont aller voter pour la première fois en 2022 ? Pour qu'ils y aillent, puisque vous croyez au vote. Je dirais que précisément après cette épreuve absolue du Covid-19 et de ce que ça a signifié pour eux, cette élection est plus que jamais la leur. Et que ce serait dommage qu'ils passent à côté. Vous savez, ne pas s'exprimer, c'est laisser d'autres faire les choix à votre place. Et notamment ceux qui prétendent que non, il faut bien que jeunesse se passe, la jeunesse doit en baver pour se forger, etc. Tous ceux qui disent ça sont des gens qui, eux, ont eu les moyens généralement d'avoir une jeunesse accompagnée et confortable. Donc moi, je m'adresse à tous les jeunes qui galèrent en ce moment et je leur dis, faites votre choix, ne laissez pas les autres dicter votre avenir. Merci Najat Vallaud-Belkacem d'être passée sur le plateau d'Alerte Libre. On attend donc de savoir si vous vous engagez en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je signale à l'occasion de cette semaine spéciale notre offre pour les moins de 25 ans, 6 mois d'abonnement gratuit à Mediapart. Il vous suffit pour ça de vous inscrire sur notre site avec le code qui apparaît sur l'écran, offre jeune 2021. C'est jusqu'à minuit et c'est sans engagement, donc n'hésitez pas. Merci d'être passé par notre plateau. À très bientôt. Tout de suite, notre entretien. Le rappeur Medine a déposé plainte la semaine dernière contre la députée En Marche Aurore Berger. Plainte annoncée sur Mediapart dans cet entretien avec Ismaël Bin. En cause des propos de la députée macroniste qu'il a qualifié de rappeur islamiste. Quand à l'ENS, l'école normale supérieure, vous avez par exemple ce rappeur islamiste Medine qui est invité. Vous savez, celui qui disait qu'il fallait tuer les laïcards, par exemple, dans notre pays. Est-ce que c'est légitime qu'une école aussi prestigieuse que l'ENS donne la parole à celui qui appelle au meurtre ? Alors Mathieu Magnodex et Youmni Kezouf ont rencontré Medine jeudi dernier dans son studio parisien. Le matin même, Aurore Berger venait de réagir à la plainte du rappeur sur CNews. Il a découvert la vidéo avec nous. Concernant vous personnellement, le rappeur Medine porte plainte contre vous. Il vous demande des excuses. Déjà, on est chez CNews. Vous qualifié de rappeur islamiste. Il dit c'est pas du tout mon idéologie. C'est une phrase qui a été sortie de son contexte. Est-ce que vous lui présentez ses excuses ce matin ? Alors non, je ne présenterai pas d'excuses ce matin. C'est un sujet sérieux. On a malheureusement des terroristes islamistes qui ont frappé dans notre pays, qui ont tué un certain nombre de Français. Et encore une fois, par naïveté, par complaisance, par clientélisme, on a aussi permis que ces théories puissent prospérer dans notre pays. Moi, la seule chose que j'ai dite, c'est quoi ? C'est qu'on ne devait pas accepter cet entrisme à l'université ou dans nos grandes écoles, puisqu'il avait été invité à y faire une conférence, alors qu'il avait dans ses parents. Ma responsabilité en tant que député, c'est de dénoncer ces dérives qui sont extrêmement graves. La justice, c'est pas un bâillon. Et je refuse que ma liberté d'expression soit sapée par ceux qui, eux, ont considéré qu'il fallait appeler au meurtre contre les laïcs dans notre pays. Quel culot. Liberté d'expression. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire ? La justice n'est pas un bâillon. Là, c'est vraiment le bâillon qui a tenté de me bâillonner, qui se permet de se draper dans la liberté d'expression et de me donner des leçons de moralité. En réalité, je pense que tout ce qu'elle vient de dire, elle devrait se l'appliquer à elle-même. J'ai régulièrement des attaques. Aurore Berger n'est pas à son coup d'essai. Elle m'a déjà qualifié d'islamiste. Là, pour le coup, c'est vraiment montrer qu'on ne se cache pas derrière l'immunité diplomatique ou quoi que ce soit. C'est que tout le monde est soumis à la justice et que quand on a des accusations, et qui plus est des responsabilités comme une députée, il faut assumer ses paroles et on va aller jusqu'au bout de la procédure pour voir si elle arrive à étayer ses accusations. Vous êtes prêt à débattre avec elle ? Non. Le temps du débat est terminé. Madame Berger n'a pas fait son travail, c'est-à-dire qu'elle n'a pas lu mon morceau, elle n'a pas écouté la discussion à l'ENS dont il était question. Quand Madame Berger aura fait ses devoirs, peut-être que là, on ira discuter. Pas forcément débattre, mais discuter. Ce qui gêne Aurore Berger, c'est ce clip Don't Like de 2015, l'année des attentats, dans lequel Medine a notamment cette phrase « Crucifions les laïcards comme à Golgotha ». J'ai écrit un morceau qui est
un hymne à la laïcité en réalité. Je prône depuis longtemps un espèce de retour à l'application stricte de la laïcité, dans le sens de sa lettre et de son esprit. Ce morceau va jusqu'à l'exorcisme de la laïcité pour la déposséder de démons qui lui font dire des choses qu'elle ne dit pas. Donc, s'il y a des réactions aujourd'hui de ce morceau, c'est bien que le morceau a fonctionné, en fait. Lorsque j'estime que j'ai été un peu loin dans la provocation avec le morceau Don't Like, c'est avec le clip. C'est-à-dire que j'ai rajouté de la provocation sur de la provocation. L'alliance... Il y avait les mots et les images. Exactement. L'alliance des mots et des images, c'était peut-être pas nécessaire, justement, pour amener sur quelque chose de plus serein. Habituellement, j'amorce un débat avec des mots, je le désamorce avec une image, avec une rencontre comme celle-ci, avec un débat, avec une discussion. Moi, en tant qu'artiste, mon rôle, c'est de mettre en illustration ces absurdités, de les exagérer pour justement renverser un petit peu le rapport, pour leur mettre au visage qu'il y a quand même des incohérences, des incompréhensions, et il va falloir quand même que l'on débatte sereinement de ça. Mon rôle à moi, en tant qu'artiste, c'est d'exacerber tout ça, d'exacerber ces attaques, d'en faire une espèce de stigmate que je retourne contre celui qui produit ce stigmate-là. Quand je m'appelle moi-même Islamo-Kaïra dans le morceau Don't Like, c'est pas parce que je théorise l'islamo-kaïraïsme au quotidien et que j'ai envie d'en faire un groupe, une secte ou quoi que ce soit. Non, c'est justement pour retourner le stigmate contre celui qui produit ceci, pour l'en déposséder de son sens et voir comment il va réagir maintenant lorsque moi-même je m'affuble du stéréotype islamo-kaïra. Comme d'autres chanteurs célèbres avant lui, Medine revendique le droit à l'irrévérence et à la provocation, au risque de choquer. Le rap est systématiquement renvoyé à sa condition d'art mineur, de quelque chose qui n'est pas vraiment de l'art, qui est relégué en fait à un espèce d'effet de mode des quartiers populaires qui devrait rester que dans ces quartiers populaires-là. Le rap correspond à un style, ça a 30 années, 40 années d'existence aujourd'hui. Si certains ne se sont toujours pas penchés sur ce style pour essayer de le comprendre, je ne vais pas aller à leur place faire le travail et leur expliquer à chaque fois que ça fait partie d'un contexte, d'un style d'écriture. Encore une fois, moi, je me revendique de cet esprit d'artiste irrévérencieux. J'essaie de me raccorder à cette tradition d'artistes comme Brassens qui faisait sodomiser un juge à la fin d'un morceau qui s'appelle Garogori. Il faut se rendre compte que les rappeurs sont de cette tradition-là, sont de la tradition de Renaud qui cherchait son flingue parce qu'il est dans un espèce de coup de gueule tiré sur toutes les strates de la société et disait même dans ce morceau « La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler ». C'est pas violent, ça. C'est violent, mais ça correspond à un style d'écriture et ça correspond à un état d'esprit. Et il s'en prend à ceux qui l'attaquent politiquement. Dès qu'il y a une tête de musulman qui dépasse un peu, qui a un discours un petit peu plus argumenté, serein, tout de suite on lui colle l'étiquette d'islamiste. C'est ce qui vous est arrivé? C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que malheureusement des députés qui ne sont pas d'extrême droite reprennent justement cet argumentaire-là. Il faut comprendre que l'accusation d'islamisme, de rappeur islamiste, c'est une espèce de tentative de disqualification pour éviter de débattre. Ça existe sur des artistes, ça existe sur des universitaires, sur des politiques, sur des journalistes. Toute accusation d'islamisme aujourd'hui, c'est une espèce de tentative de disqualification pour éviter de débattre. On lui a demandé ce qu'il a pensé des débats autour des piscines, des cantines véganes ou de l'islamo-gauchisme. C'est un espèce de terreau aujourd'hui qui me permet de traiter des sujets qui sont de plus en plus compliqués. Et j'essaie en fait non pas de les rationaliser, au contraire, mais de les rendre encore plus absurdes qu'ils le sont déjà. Moi, j'ai été adolescent, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas du tout religieuse ni pratiquante. Pourtant, je ne voulais pas aller à la piscine, comme la plupart des gens, des jeunes adolescents qui aujourd'hui n'acceptent pas leur corps. À un moment donné, moi, je ne voulais pas aller à la piscine parce que j'avais un corps dégueulasse, de la malbouffe, et que je ne voulais pas être raillé par mon entourage. Ce n'était pas par islamisme, ça, en fait. Donc, cette absurdité, ce genre de scène absurde, en tant qu'artiste, c'est un terrain de jeu magnifique. Je récupère ça, je le caricature,
je l'envoie au plus loin de ce qui peut être envoyé pour justement essayer de montrer toute l'absurdité de cette situation. Donc ce que ça m'évoque, tous ces débats qui ont lieu sur les plateaux de télé en réalité, avec un espèce d'entrisme malsain de gens qui viennent du même endroit, qui ont fait les mêmes écoles et qui au final se permettent de donner des leçons de morale à toute la population sans inviter toutes les strates de cette population-là. C'est absurde. Et en tant qu'artiste, c'est un terrain de jeu magnifique. La semaine dernière, Aurore Berger a reçu des menaces de mort après l'annonce de la plainte de Médine. Des menaces dénoncées au gouvernement, mais aussi à gauche. Contactée ce matin par téléphone, Médine nous dit regretter qu'Aurore Berger reçoive ce genre de menaces. Je condamne naturellement ces menaces et j'espère qu'on arrivera à savoir qui est derrière, nous a-t-il dit. Au cours de notre entretien, il nous a d'ailleurs raconté comment lui-même avait reçu des menaces de mort de la part des islamistes. Il faut comprendre que moi, aujourd'hui, je suis attaqué par des gens d'extrême droite par le simple fait que je m'appelle Médine et que je suis de confession musulmane, de culture musulmane, mais je suis aussi attaqué par des gens qui sont des sympathisants de thèses radicales liées à l'islam radical et qui m'attaquent physiquement dans le sens où je reçois des menaces de mort. En 2015 ou 2016, j'étais sur la liste de personnes qui étaient visées par l'État islamique pour tous ceux qui voudraient justement, qui sont des sympathisants des théories de Daesh et qui voudraient justement attenter à la vie de quelqu'un. J'étais numéro 1 de la rubrique culture pour la première fois. Interview signée Youmni Kezouf et Mathieu Magnodex. Tout de suite le 24 heures. Rapide résumé de ce que vous pouvez lire sur Mediapart. D'abord, la suite de nos enquêtes sur l'Irak. Destruction d'une nation. Farah Talani révèle comment, après la chute de Saddam Hussein, les Américains ont déversé des milliards de dollars sur le pays et comment les futurs membres du gouvernement irakien ont profité de cette manne financière. Retour en France avec cette enquête de Coralie Bonnefoy, notre partenaire de Mars Actu. À Marseille, une cité du 13e arrondissement est sous le contrôle quasi total d'un réseau de stupéfiants qui fait vivre un calvaire aux habitants entre checkpoint, fouille des véhicules, tirs dans l'école et intimidation. Enfin, en Martinique, le combat des victimes d'empoisonnement au chlordécone. Julien Sartre raconte la manifestation de samedi qui a rassemblé des milliers de personnes en colère, qui exigent un procès alors que des juges à Paris ont annoncé que les faits étaient peut-être prescrits. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Et je vous signale une dernière fois, à l'occasion de cette semaine spéciale, notre offre pour les moins de 25 ans. 6 mois d'abonnement offerts à Mediapart. Pour ça, allez sur notre site et remplissez simplement le code offre jeune 2021. Il s'affiche en bas de l'écran. Offre valable jusqu'à minuit. N'hésitez pas, c'est sans engagement. Merci de votre fidélité. Bonne soirée. Salut!